tous ses états. Adrien Bocquet, Lève-toi et marche, aux éditions Max Milo. On a écouté ce récit de courage et de guerre, mais justement, vous étiez, vous, en tant que soignant, en tant que, effectivement, apportant des médicaments, du matériel médical en Ukraine, justement, il y a quelques jours. Vous avez passé 15 jours et qu'est-ce que vous avez vu alors? Parce que il y a des choses, on en a parlé hors antenne, et j'ai vu, il y a eu des choses quand même auxquelles vous avez assisté, vous le dites, et c'est important de mesurer, effectivement, et vous prenez la responsabilité de tout ce que vous dites, et vous avez vu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors je vais assumer totalement ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire Ce qui ne veut pas dire exactement, j'allais y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté. Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils sont partout? Ils sont partout. Ah, pas seulement à Azovstal, ou etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Oui. Ils ont leur scratch, avec vous savez, le beau scratch néo-nazi. Ça se tient aussi à le dire. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder. C'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine. Et ça pose, on le voit partout. Partout. Et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qui les dépeceraient. Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Ça, c'est la première chose. Ça, moi, je ne pouvais pas cautionner, mais sur place, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez assisté. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés, et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar, et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. À chaque fois qu'ils faisaient descendre ces militaires, les militaires Azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou, alors qu'ils étaient sans défense et qu'ils étaient attachés. D'accord. Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire c'est moi l'officier, se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Et je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit à la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc font une vidéo
et disent ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. On m'a dit mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était ces bombardements? En fait, vous avez des petits obus. Donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main, d'accord. Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive une fois sur deux, une fois sur trois. Donc ces obus, au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des obus russes. Ouais. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et je vais vous rappeler une règle simple de la guerre. Vous avez par exemple les Ukrainiens, les Russes, qui se tirent dessus, d'accord? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en plein dans la ville, ils se tirent dessus, ils s'envoient des obus. Dans les deux sens. Si les Ukrainiens ratent leur cible, l'obus va atterrir où? Pas sur les Russes. Donc dans une maison ou dans un bâtiment ukrainien. Et la même chose, bien sûr, pour les Russes. Bien sûr. Pourquoi on ne parle pas de ça? Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Oui, il faut un petit peu réfléchir. Il y a des deux côtés, les crimes se font des deux côtés. Mais bien sûr, et encore autre chose. Et là, je vais enfoncer le clou, mais c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Lviv, j'étais à l'hôtel, il y a eu des bombardements. J'étais à 500 mètres d'un missile qui a atterri, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place, et en fait, on s'aperçoit que les 5 missiles, il y a 4 missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés à Lviv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'il les stocke, l'armement qui arrive d'Europe? Eh bien, il les stocke dans des locaux et dans des maisons civiles, sans que les gens le sachent. Donc ils arrivent la nuit, je vous donne un exemple, ils arrivent la nuit, ils ouvrent un local, parce que les gens ils sont là, ils vont s'en apercevoir. Pas forcément, parce que y a beaucoup de camionnettes civiles, comme des HL, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez pas? Ils mettent des caisses d'armement dedans, et ils mettaient dans des immeubles civils, exactement, habités civils, ou sinon collés à des habitations. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lviv? Des drones ou je sais pas quoi à repérer, ils ont bombardé. Résultat des courses, 8 civils morts, 2 enfants à l'hôpital, il me semble qu'il y a eu un enfant qui est mort. Ah, les Russes, ils ont tué. Non mais attendez, vous pouvez m'expliquer pourquoi l'armement, en plus l'armement qui vient d'Europe, est stocké à côté de civils? Vous savez comment j'appelle ça? J'appelle ça se servir de la population comme bouclier humain. D'accord? Je vois pas comment... Hélas, ça se passe dans certains pays, c'est terrifiant, vous avez raison. Dites-moi, Botcha. On a vu toutes les photos de Botcha. Alors là, il y a eu très grande polémique. N'étant pas là, je me garderai d'avoir un avis quelconque. Alors, vous savez, il y a eu les cadavres, même Ursula von der Leyen, tout le monde est venu voir le massacre des Russes. C'est du spectacle pour vous? C'était un spectacle. C'est-à-dire que... Non mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, mais des cadavres ont été laissés volontairement. Même certains cadavres ont été déplacés pour que des images soient faites. Je vous dis pas que les cadavres c'était des faux cadavres, c'était des vrais cadavres. Ça, il y a pas de souci. Mais effectivement, les crimes sont des deux côtés, il faut le répéter. Exactement. Mais vous dites, on ne parle pas de ce qui se passe. Exactement. Je ne dis pas que la Russie ne fait pas de crimes de guerre. Attention, je ne dis pas que la Russie, c'est pas leur faute. Bref, c'est pas du tout ça que je dis. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut parler un petit peu aussi de l'Ukraine, des crimes de guerre de l'Ukraine, parce qu'il y en a. Donc toutes les personnes qui sont sur les plateaux télé et qui disent l'inverse, je les invite à venir et à aller à Boutcha et d'aller sur place et d'aller voir ce qui s'y passe au lieu de parler là pour dans le vent, c'est insupportable. Et autre chose, je pense que les militaires Azov, il y a quand même des sacrées questions à se poser parce que je vous rappelle l'armement qu'on donne, c'est principalement à ces unités-là. Mais Azov n'est qu'une toute petite partie. Non. Alors, à la base, ils sont 5 000. On nous dit qu'Azov, c'est pas je vais vous expliquer. À la base, ils sont 5 000. Sauf qu'à côté de ça, vous avez des volontaires engagés, plus des volontaires de tout coin qui viennent. Donc, vous multipliez par 3 ou par 4. Donc, ils sont à peu près minimum 20 000. 20 000 pour l'Ukraine, c'est un bataillon qui est énorme, hein.
Donc, et ils sont répartis un petit peu à droite à gauche, avec leur super logo néo-nazi dans toute l'Ukraine, ça dérange personne, et ils récupèrent des armes de l'Europe avec un sigle néo-nazi SS, et après vont commettre des crimes de guerre. Je vous le dis, moi j'ai été militaire. Quand je vois un jeune de 19 ans, russe ou d'un autre pays, qui se fait prendre 2 balles dans le genou, alors qu'il s'est rendu, qu'il a les mains attachées, et qui répond pas, on le laisse se vider de son sang, ça s'appelle un crime de guerre, ça. D'accord ? J'ai des dizaines et des dizaines de vidéos qui prouvent ce que je suis en train de vous montrer de ces crimes de guerre. Sinon, je ne me permettrai pas de venir sur votre plateau et de sortir des trucs pareils. Voilà. Adrien Bocquet, vous avez vu, juste une question avant de donner la parole à nos auditeurs, vous avez vu des étrangers, enfin des non-ukrainiens venir, des volontaires, je parle militaires. Hein, des mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires français, américains, qui sont sur le sol ukrainien. Vous dites mercenaires ou moi, je dis mercenaires parce que vous militants avez... Parce qu'il y a peut-être des militants qui viennent par conviction. Les deux. Les deux, mais moi, j'ai vu surtout des groupements mercenaires, donc des groupements autonomes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 5-6 mercenaires américains, français, qui sont ensemble, qui ont des armes que l'Ukraine leur donne avec des autorisations. Et ces gens-là font certaines choses sous ordre de certaines personnes en Ukraine, etc. Non, ça, c'est la réalité. Ça existe, oui. C'est c'est ce qu'on appelle, pour moi, des groupements mercenaires sous influence, quoi, d'une certaine manière. En tout cas, vous ne vous attendiez pas à voir ça quand vous êtes parti? Non, je ne m'attendais pas à ça. Et surtout, je tiens à terminer, avant de revenir, j'ai été retenu, donc c'est-à-dire retenu, enlevé, pendant une dizaine d'heures, par des militaires Azov. Ils ont tout fouillé, mon téléphone et tout. Pourquoi? Pour voir si j'avais des choses. Je pense qu'ils me suspectaient. Justement, ils savaient que j'avais vu certaines choses, etc. Et à force de faire un réseau, je pense que certains avaient peut-être... Ils voulaient voir si ce que je disais était bien vrai. Il n'y a pas eu de souci parce que l'humanitaire, tout ce que je faisais était réel. Donc ils ont fait les vérifications et après ils m'ont relâché, ça s'est bien passé. Mais j'ai quand même dû être exfiltré en Slovaquie par mesure d'urgence. Le ministère des Affaires étrangères a été mis au courant de ce qui s'est passé. Donc j'ai été exfiltré en Slovaquie, puis ramené en Pologne, et après j'ai pris un avion à Cracovie pour revenir en France. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus mettre les pieds en Ukraine, et encore moins avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ce qui est logique. Mais voilà, c'est la réalité. Et moi, j'aimerais que ce soit plus des gens comme moi ou d'autres qui sont allés sur le terrain et qui ont vu les choses. Plutôt que d'autres. Voilà, et je tiens bien à préciser. En tout cas, vous assumez, de toute façon, c'est très clair et cohérent, vous assumez tout ce que vous dites. Et je peux prouver tout ce que je viens de vous dire. C'est surtout ça le plus important. Vous avez les vidéos pour le dire. Exactement. On va en parler, notamment de cela, notamment de votre livre, de Lève-toi et marche, avec nos auditeurs. Et je sais déjà que ces révélations vous font réagir. Vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Avec Mathieu qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Augustin, bonjour André et bonjour à votre invité, Adrien. Bonjour. Et merci pour sa courageuse intervention. Merci. De par son véhicule, on peut dire que c'est un miraculé, puis aussi de son de son reportage par rapport à la situation en Ukraine. Moi, je voulais intervenir parce que c'est vrai que je trouve qu'on est dans... C'est exacerbé depuis 2 ans, on est rempli de paradoxes et dans un environnement assez hostile, on va dire. Et il y a la citation de Paul Valéry qui est pas mal, qui dit que la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Ne se massacrent pas, oui. Et malheureusement, je pense que j'ai une pensée pour les Ukrainiens et tous les peuples qui souffrent, parce qu'eux, ils se retrouvent dans une situation au milieu de tout ça. Et du coup, j'avais une question pour Adrien. Allez-y. Qu'est-ce qui justifierait le fait que, justement, on ne parle pas du régime Reznov, donc finalement de néo-nazis? Et pourquoi on a un traitement aussi comme une propagande, en tout cas, où on nous vend pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? Voilà. C'est ça, exactement. C'est une très très bonne question. Je me la suis posée moi-même et je me la pose encore aujourd'hui.
Moi, je pense que ça dérange. Je pense que ça dérange énormément l'opinion publique. Et je pense surtout que parler de ce que je viens de dire, en fait, n'irait pas dans le sens médiatique qui a été créé pour moi depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, qui est de vraiment... on va dire de faire passer la Russie vraiment abominable et l'Ukraine un petit peu pour les pauvres. Enfin, oui, sauf que Adrien, c'est la Russie qui a quand même envahi l'Ukraine. Tout à fait. Faut pas l'oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, et vous l'avez très bien dit, la population, elle subit cette situation qui est pour rien. Le peuple ukrainien, et j'y suis allé pour ça, hein, et j'ai sauvé des vies au niveau de la population exactement pour ça. Mais il faut aussi pas oublier justement qu'il est pour moi inadmissible de donner des armes à des militaires qui prônent un patch néo-nazi, qui font des actes de crimes de guerre que j'ai vus filmer, etc. Ça pour moi c'est tout à fait scandaleux et on doit en parler. Et c'est pas possible que l'État, même si elle nous écoute aujourd'hui, laisse faire. Et j'espère que derrière vous et derrière Sud Radio, il y aura d'autres médias qui vont un petit peu se pencher sur ça. Mais ouais, je pense que c'est très compliqué. Et je pense qu'il faudrait plutôt poser la question, voilà, à nos dirigeants, notamment. Pourquoi la médiatisation a été faite comme ça? Merci Mathieu pour votre appel. Nous sommes avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour à tout le monde, merci de me recevoir. J'aurais juste 2 points si possible. Alors un petit point financier, donc j'ai des actions Gazprom depuis 15 ans qui avaient une valeur de 11 €, j'en ai une certaine quantité, donc je souhaitais en racheter à 50 centimes. Et ma banque m'a interdit, il m'a dit que je ne pouvais pas le faire suite aux sanctions européennes. Donc ce qui veut dire que moi en particulier, je suis sanctionné, privation de liberté, et finalement d'utiliser mon argent comme je le souhaite pour peut-être améliorer le quotidien. Ce que j'aurais aimé savoir là-dedans, c'est est-ce que ces sanctions ont été prises de manière légale, sachant que depuis Boutcha, ça a été accéléré. Est-ce que toutes les procédures ont été respectées? Est-ce qu'un collectif a été mis en place? Des avocats travaillent dessus. Et le deuxième point, André, si je peux me permettre. Le deuxième point, et après je vous laisserai finir, c'est au lieu d'interdire certains médias, comme on l'a vu, je pense que certains généraux, j'ai été militaire moi aussi à l'école militaire d'Haute-Montagne, pendant 17 ans, j'étais formateur. Certains militaires devraient avoir leur devoir de réserve bien ancré dans le cerveau, devraient arrêter de parler, devraient rester factuels et ne pas servir les intérêts, comme on dit, otaniens ou de l'État. Et ce que j'ai envie de dire à Adrien, c'est que s'il a vraiment des vidéos, et que ces vidéos soient diffusées, parce que finalement, il y en a quand même marre d'être pris pour des ânes. Voilà. Ouais. Très bien, Mathieu, oui, c'est clair ce que vous avez dit. Je crois que alors juste, je n'ai pas moi la réponse exacte. Non, par rapport à ce que vous avez dit sur les sanctions, bah écoutez, le gouvernement a décidé, l'Europe a décidé et le gouvernement a suivi, français et puis l'autre, de faire ces sanctions. Effectivement, ce que votre banque vous a dit fait partie des sanctions. Et je n'ai pas de jugement évidemment ni moral ni des valeurs là-dessus, mais c'est une décision gouvernementale qui a été prise un peu partout, en tout cas en Europe. Et évidemment, on voit très très bien, et nos économistes en début d'émission l'ont dit, que en fait, ces sanctions n'ont absolument pas appauvri la Russie aujourd'hui, bien au contraire, avec le rouble qui est à la hauteur où il est. Et pour le reste, effectivement, c'est ce que j'appelle des sanctions à double jeu. Mais vous savez, il y en a qui jouent aux échecs avec 10 points d'avance, et il y en a d'autres qui jouent à la canasta ou à la belote. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Merci Sébastien, et nous sommes avec Patrick qui nous appelle des Landes. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour André, bonjour Adrien. Bonjour. Je vous appelle parce que je suis un frère d'armes à Adrien, plus ou moins, puisque j'ai servi 30 ans dans les parachutistes, et je voulais simplement, dans un premier temps, témoigner toute mon admiration en ce qui le concerne, puisqu'il fait partie de ces gens qui ont des valeurs encore, et ça ne m'étonne pas dans ce métier que nous avons pratiqué tous les deux, et qui témoignent de choses sur le terrain. Nous sommes victimes actuellement, et tout le monde le sait, d'influences venant de l'extérieur, enfin, et surtout de nos médias. Et nous sommes comme des moutons de panurge, et nos parents, voire nos grands-parents, je pense, avaient plus de liberté de pensée que nous avons. Moi, je veux juste dire que j'étais à Sarajevo il y a quelques années, et qu'il avait été présenté, les méchants avaient été désignés, et les méchants étaient les Serbes.
on retrouve un certain parallèle avec ce qui se passe en Ukraine. Et les gentils étaient les Bosniaques. Or, quand nous étions sur le terrain, nous apercevions que les crimes étaient commis de part et d'autre. Et ils étaient aussi terribles du côté bosniaque que du côté serbe. Et voilà. Et c'est toujours pareil, c'est la retransmission des éléments du terrain sur l'opinion. Voilà, tout simplement. Oui, merci Patrick. Effectivement, le fait d'être sur le terrain vous donne quand même une autre, je dirais une autre appréhension. Et puis enfin, la réalité, quoi. La réalité, elle n'est pas sur un fauteuil de médias. Ce qui est hallucinant, c'est l'écoute et surtout la médiatisation qu'on donne à des personnes là qui sont depuis des semaines et des semaines sur les plateaux télé, etc., qui ne sont pas allés sur le terrain ou qui y sont allés avant la guerre et qu'on écoute. Avec la bouche ouverte, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut écouter des gens qui sont allés sur place, comme moi et comme bien d'autres. Il faut arrêter d'écouter justement les bien-pensances là, en disant les méchants. Non, il faut aller voir la réalité. Et la réalité, c'est pas du tout ce qui est dit depuis des semaines sur les plateaux télé. Je suis désolé. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je peux le prouver. Et on se retrouve dans un instant avec vos appels au standard. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et une surprise pour vous, Adrien, au standard, avec Jérôme qui nous appelle de Biarritz. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Jérôme. Bonjour Monsieur Berkov. Salut mon Did. C'est Barbu ? C'est ton Barbu, ça va Did? Comment tu vas, poulet? Ça va? Ça va impeccable, ça va impeccable. Monsieur Berkov, bon, dans tous les cas, je ne vais pas rentrer dans votre débat ce qui est de l'Ukraine, comme l'a dit si bien Adrien, quand on ne connaît pas. Hein, on n'en parle pas, mais je voulais surtout, le but de mon appel, c'était d'apporter de la force pour tout ce que tu fais. On t'a vu en bas, personnellement, on t'a vu avec ta canne, et on t'a vu te relever. Voilà, et maintenant tu rends ce qu'on t'a donné, et voilà. C'est bien, je voulais juste te donner de la force, mon ami. Merci beaucoup, je te fais une grosse bise. Tu fais pour ton association, j'invite tout le monde à aller sur Facebook, sur Jones, voilà, et de participer pour que ça continue à avancer dans le bon sens. Merci Jérôme pour votre appel. Merci beaucoup mon poulet. Merci à tous, à bientôt. Allez, bye bye. Et avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne maintenant. Olivier, bonjour. Bonjour André, bonjour Monsieur Boquet. Bonjour. Je tiens à féliciter Monsieur Boquet, c'est un immortel, c'est un chat à 9 vies parce qu'il revient de très loin. Il n'y en a pas beaucoup, donc qui garde espoir et qui croque la vie à pleines dents le mieux qu'il peut. Je le souhaite de tout mon cœur. Concernant ce qu'il a dit sur l'Ukraine, moi je suis totalement d'accord. Il faut comprendre une chose, il y a eu un article dernièrement dans Boulevard Voltaire sur est-ce que l'opinion italienne est en train de changer d'avis sur ce qui se passe en Ukraine. Et il y a un général italien qui est en train d'expliquer que c'est pas une guerre entre Zelensky et Poutine, c'est une guerre entre Poutine et Biden. Et Zelensky est une marionnette qui, quoi qu'elle fasse, se fait freiner systématiquement par Biden. Biden a beaucoup de choses à se reprocher. Moi, je pense qu'il a des casseroles, comme on le sait, avec son fils. C'est un faucon, faut le clairement dire aux États-Unis en termes de politique. C'est quelqu'un qui a toujours été anti-russe, anti-URSS. Il connaît bien géopolitiquement l'URSS, parce qu'il l'a étudié fortement, mais c'est quelqu'un qui est un fouteur de merde, faut clairement le dire, et il l'a fait quand il était vice-président parce que il n'en a rien à faire de savoir des victimes des bombardements américains. Il a quand même un sacré panel de casier judiciaire là-dessus au niveau des victimes, et il n'en a rien à faire, je le dis clairement. Donc pour lui, une guerre de plus, ça l'importe peu, du moment que ça fait marcher l'industrie de l'armement. Il faut savoir que... Et puis le gaz de schiste, n'oubliez pas. Le gaz de schiste. Il faut remonter très loin. Eisenhower avait dit une chose, hein, méfiez-vous du complexe militaire industriel. Comme on dit, Trump ne l'a jamais fait fonctionner puisqu'il n'a pas provoqué de guerre. Et Biden est tenu est lié par différents mouvements de pression, en l'occurrence. Olivier, on ne va pas refaire la géopolitique complète. Je suis d'accord qu'on ne montre pas la vérité. La division Azov, Bandera et tout l'historique est réalité. Et pourquoi l'Europe, l'Union européenne soutient le régime de Zelensky? Il y a des aspects historiques, faut être clair et net. On est
parlez des pyromanes. On a des dirigeants pyromanes qui vraiment veulent nous emporter dans une guerre et qui ne nous concerne pas. On peut dire que, évidemment, c'est triste ce qui se passe. Oui, on peut dire quand même que la Russie a envahi l'Ukraine. Hein. Faut pas l'oublier quand même. Faut pas l'oublier, mais 30 ans d'irrespect et chaque fois que Poutine voulait faire des négociations, on lui envoyait des insultes dans la face et il a dit terminer la récréation diplomatique. Il y avait aussi, il faut le savoir, les bombardements dans le Donbass des populations russophones. 2014. Voilà, faut pas oublier les 14 000 morts russophones en 8 ans au niveau du Donbass. Que personne n'en a parlé pendant 8 ans. Il faut comprendre aussi qu'à un moment, il y a eu un point sur la table. Bon, ça a pris des proportions, je pense, au-dessus du Donbass. Mais il ne faut pas oublier ces 14 000 morts russophones sous le Donbass. Qu'aurait fait Macron s'il y avait eu 14 000 Français morts dans un pays autre? Peut-être qu'il aurait fait la même chose. Donc, il faut quand même se poser les bonnes questions et savoir aussi l'histoire réelle de l'Ukraine. Et je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui est allé sur le terrain, enfin en tout cas que nous avons reçu ici à 2 reprises, qui est Anne-Laure Bonnel, qui est une journaliste française, qui est allée dans le Donbass et qui est allée déjà en 2014, etc. et qui a raconté ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a Adrien Bauquet, il y a Anne-Laure Bonnel, il y a quelques-uns, mais voilà, c'est important aussi. Et on ne sait pas si vous êtes allé en Ukraine, Emmanuel, mais vous nous appelez de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Adrien, bravo pour votre combat. Merci André de me donner la parole. Je vais être rapide parce que c'est la fin et puis je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Simplement, il faut se rappeler quand même qu'avant que Poutine intervienne, les plus gros des troupes ukrainiennes étaient quand même massés aux frontières du Donbass, même depuis 14 ans bien sûr, mais là il y avait quand même une grosse partie des troupes ukrainiennes massées sur cette frontière. Donc on peut imaginer qu'ils étaient prêts à intervenir de toute façon. Je pense que, comme vous l'avez dit à l'instant, ni la France ni les États-Unis auraient accepté une telle massification de troupes à ces frontières sans intervenir à un moment. C'est là. Rappelons-nous les missiles de Cuba en 63. C'est un très bel exemple, bien sûr. Exactement. Et il y a quelqu'un qui en parle très bien aussi, que vous pourriez éventuellement un jour interviewer, c'est monsieur Xavier Moreau, qui est un ancien Saint-Syrien qui vit en Russie, qui tient un blog qui s'appelle Stratpol et qui explique bien justement les objectifs. Moi, ce que je trouve indécent, c'est effectivement le double poids deux mesures, le fait qu'on fasse passer effectivement les Ukrainiens pour des sauveurs, et quand on voit l'état de Zelensky dans ces quelques vidéos, ça fait un peu peur. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je finirai juste sur une citation de Hemingway qui date de 1935. Donc on est un peu dans des périodes malheureusement qui y ressemblent. C'est la première panacée pour une nation mal dirigée est l'inflation monétaire. La seconde est la guerre. Les deux apportent prospérité temporaire et destruction indélébile. Les deux sont le refuge des opportunistes économiques et politiques. Je pense qu'on est en plein dedans. À retenir cette citation de Hemingway. En tout cas, merci pour votre courage, monsieur Adrien, et vous aussi, monsieur Berkov, pour donner la parole justement à autre chose. Merci. Bonne journée. Et non, moi je voudrais continuer effectivement avec Adrien Bauquet, parce que ce qui est important, c'est la première mission humanitaire que vous faisiez après cette mission en Ukraine. Indépendant, oui. Indépendant, bien sûr, parce que j'y suis allé de mon plein gré. Oui, bien sûr. Bien sûr, je tiens à préciser aussi qu'il y avait des ONG sur place et qu'on travaillait avec ces ONG. Par exemple, les ONG nous disaient il y a besoin de médicaments, de matériel dans cet hôpital. Moi, j'étais là donc pour organiser le convoi, sécuriser le convoi, etc. Donc forcément, ce que tout le monde va se poser la question, je suis handicapé, comment je faisais? J'allais pas porter des cartons, j'étais tout le temps pratiquement dans une voiture. J'étais plus là pour organiser et gérer pour autre chose. Mais sinon, oui, c'était vraiment ma première, on va dire, autonome, quoi. Et dites-moi, alors justement, ça m'intéresse par rapport à ce témoignage dont vous parlez. Beaucoup de gens, est-ce que les humanitaires qui ont vu, enfin certains ont dû voir ce que vous avez vu, bien sûr, réagissaient comme vous, ou disaient, attendez, ça me concerne pas. Comment ça se passe? Je vais quand même vous dire, les volontaires qu'il y a sur place, déjà, il y en a très peu. Qui vont en Ukraine, ils restent au niveau de la frontière. Les seuls qui vont rester un peu dans l'ouest, et on est vraiment très très peu de volontaires comme moi à aller jusqu'à Kiev ou à Boutcha. Je ne vais pas vous dire sur le doigt d'une main, mais presque. C'est vraiment comme ça. Ces gens-là, où sont des anciens militaires, où sont des anciens journalistes et tout. Donc, je ne vais pas dire qu'ils ont l'habitude, mais je pense qu'ils savent comment ça se passe. Donc, voilà, j'ai envie de vous répondre. Oui, il y avait pas foule, parce que ça reste quand même dangereux. Il faut aussi anticiper pas mal de choses. Bien sûr. Que ce soit la réaction des militaires, la réaction des gens qui sont là, de savoir se mettre aussi à l'abri au bon moment et au bon endroit. Tout ça, malheureusement, il faut aussi le savoir. Donc, si vous n'êtes pas journaliste de guerre ou ancien militaire,
vous prenez des risques quand même inconsidérés. Et je tiens à le signaler, un volontaire qui connaît rien, je le déconseille totalement d'aller en Ukraine. Il faut un minimum de billets pour aller sur un terrain en guerre. Ça, c'est clair et net. Et d'être entouré et d'avoir les bons contacts. Ça, c'est la base. Et c'est vrai qu'il y a des journalistes qui vont en Ukraine, qui y vont, et salut à eux. Après, effectivement, il faut dire ce qu'on voit, quoi. Et ce que vous posez à Adrien Bocquet, on va revenir un peu sur votre livre à la fin, mais c'est qu'au fond, il faut partir sans préjugés, il faut avoir question à tout, il faut partir, faut pas être je suis tel dans tel camp ou dans tel camp, je regarde. Moi je suis parti à la base pour sauver des vies, femmes, enfants, réfugiés, les aider. J'ai des compétences ukrainiens, principalement ukrainiens. Ouais. J'avais des compétences médicales, donc je les mettais en œuvre. On a même fait des formations, on a même formé certains militaires. Aux blessures de combat. Donc j'ai même formé des militaires ukrainiens, juste voilà, pour qu'on remette un petit peu les choses à sa place. Donc j'étais vraiment là, moi, dans une action humanitaire médicale d'urgence, rien d'autre. Et voilà, et je voulais pas prendre parti parce que j'étais pas là pour ça. Et voilà, sauf que j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai entendu des choses abominables, j'ai vu des choses abominables et je m'attendais pas du tout à ça. Parce que si vous regardez les médias et vous allez en Ukraine, mais c'est pas une gifle que vous prenez, c'est 3 coups de poing. Parce qu'entre ce qui est dit là, en France et quand vous arrivez sur place, ce qui se passe réellement, ça n'a rien à voir. Faut dire, ça n'a rien à voir. Mais complètement, complètement. Ça... Ouais. Et juste le lève-toi et marche, et grâce à la science. Là, vous êtes en train, juste pour rappeler cela, vous avez organisé avec ce qui se fait avec les médecins, etc. C'est un centre de recherche. Une étude. On est en train de monter. On a monté une étude de recherche scientifique avec l'IRME. Donc c'est l'Institut de recherche de la moelle épinière. Vous tapez sur internet IRME. C'est l'Institut de recherche sur la moelle épinière. Exactement. Qui est la plus grosse institut de France de la moelle épinière et qui va débuter au mois de juin, et on va implanter les premiers patients. Donc normalement on va en avoir une vingtaine. Et cette fois-ci on va les implanter pour qu'ils puissent remarcher et non pas quand pour la douleur, pour que justement l'État... C'est quand l'implantation? C'est quand? Ça commence juin. On implante les 3 premiers début juin et fin juin, pour que justement l'État par la suite puisse autoriser les médecins spécialisés à implanter pour une récupération fonctionnelle et non pas seulement pour la douleur. Et on attend toujours aussi que l'État puisse aussi financer un petit bout de notre étude de recherche. C'est quand même pour les Français, pour faire remarcher les handicapés. Je tiens quand même à vous le dire, au jour d'aujourd'hui, l'État nous a toujours donné 0 € pour cette étude de recherche qui va se passer en France pour faire remarcher des Français. La cause des handicapés étant celle qu'il est, il faut rappeler aussi que le sort des handicapés est peut-être de ne plus être handicapé ou de l'être beaucoup moins. Exactement. C'est ça l'important. Et ne jamais oublier, ça peut être vous, demain, dans 1 heure ou dans 2 heures, qui pouvait être à la place d'un handicapé physique. Et puisque vous êtes un miraculé, une force de la nature, je rappelle le titre de votre livre, Lève-toi et marche grâce à la science, aux éditions Max Milo, et on se retrouve demain sur Sud Radio.